Alors Frédéric Mion, ça ne vous a pas échappé, on rentre dans une année présidentielle qui s'annonce passionnante, avec des polémiques, des propositions. Bon, il y en a forcément quelques-unes sur lesquelles vous devez avoir un avis. Bruno Le Maire et Arnaud Montebourg, ils ont un point commun. Ils veulent tous les deux supprimer l'ENA. Est-ce que pour vous c'est une réflexion salutaire sur les élites ou alors c'est juste quelque chose de complètement démagogique? Pas de langue de bois, interdit. Non, non, pas de langue de bois. Je crois que concentrer à ce point les critiques sur l'ENA, c'est sans doute faire à l'ENA un mauvais procès, ou en tout cas concentrer sur elle un excès d'honneur et d'indignité. L'ENA, quand elle a été créée, répondait à une préoccupation qui, à mon sens, demeure valide aujourd'hui, qui était comment éviter toute forme de népotisme, toute forme de cooptation pour les emplois supérieurs de l'État. Et je crois que dans une république comme la nôtre, qui croit au principe d'égalité, qui croit au fait que ce sont les mérites qui doivent conduire les gens dans les situations de responsabilité, une telle école n'a pas perdu sa raison d'être ou pas perdu sa validité. Que cette école est à réfléchir à ses modes de sélection, à ses modes de formation, ça me semble absolument évident. Mais cette réflexion, elle doit démarrer en amont même de l'ENA, et cette réflexion, nous l'avons nous-mêmes menée. Comment faire en sorte que les femmes et les hommes que nous préparons à des situations de responsabilité, dans le public comme dans le privé d'ailleurs, soient à la fois plus représentatifs de la diversité de notre société et plus à même de rester en prise avec cette diversité lorsqu'ils exerceront des responsabilités demain. Dans le domaine de l'enseignement, c'est quoi pour vous les 2 ou 3 chantiers prioritaires qui devront être débattus en 2017? Par exemple, est-ce que le débat, selon vous, sur la sélection à l'université doit être un débat de l'élection présidentielle? Je crois que c'est un débat aujourd'hui. Il n'y a pas matière à se poser la question est-ce qu'il faut que ce soit un débat ou non. Je lisais ce matin dans les journaux ce que, semble-t-il, la ministre de l'Éducation nationale a en projet, un texte qui justement définirait les conditions d'accès aux 2e cycles universitaires, avec l'idée peut-être d'une forme de sélection, mais la garantie pour tous les diplômés de 1er cycle de la possibilité de poursuivre leur formation en 2e cycle. Donc le débat est déjà présent. Ce débat, il existe à Sciences Po, mais il a été tranché de très longue date puisque nous sommes un établissement sélectif et nous l'assumons. Mais ce débat, évidemment, se pose plus largement dans un monde où les formations d'excellence sont en effet souvent hors de nos frontières des formations sélectives. Et c'est quoi pour vous les 2 ou 3 chantiers, même éventuellement des idées? Vous avez une voix qui porte dans l'éducation. Qu'est-ce que vous conseillerez aux candidats de la primaire des Républicains Le chantier majeur qui pour nous toutes et tous est une préoccupation, je pense, de tous les instants, c'est celui de la remise en état d'un système éducatif qui, aujourd'hui, non content d'être inégalitaire, creuse encore les inégalités. Nous avons, année après année, des études qui s'accumulent et qui démontrent que les inégalités scolaires commencent de plus en plus tôt dans le parcours des élèves et que ces inégalités sont de plus en plus difficiles à combler au fil du temps. C'est ce qui nous conduit, nous parlions tout à l'heure des CEP, à réfléchir à un dispositif pour les CEP de demain qui soit, je dirais, encore plus conscient des faiblesses du système éducatif en amont, en tout cas encore plus capable d'essayer d'y répondre. Je pense que c'est la question majeure que doivent se poser toutes celles et tous ceux qui aspirent à diriger la France demain. Alors, on va faire un peu de politique fiction. Faisons ça. On est le 8 mai 2017, lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Le candidat fraîchement élu président de la République vous appelle et vous dit « Frédéric, je veux que tu sois mon ministre de l'Éducation nationale ». Est-ce qu'il est possible que vous acceptiez? Est-ce que c'est même envisageable? Très honnêtement, il y a d'abord, premier point, peu de candidats à la présidentielle qui me tutoient. Je vous le dis comme ça, ce qui signifie... Mais ils ont tous une tendance à tutoyer tout le monde. En tout cas, au moins une chose, c'est que je ne m'inscris aujourd'hui dans l'écurie d'aucun de ces candidats. Deuxièmement, lorsqu'on vous fait une proposition comme celle-là, et qu'on a, comme c'est mon cas, beaucoup de respect pour les institutions de la République, on ne peut pas d'un revers de main dire « non, ça n'a absolument aucun intérêt, je ne le ferai pas ». En revanche, et c'est le 3e point, et le plus important à mes yeux, j'ai conscience, depuis que je suis à la tête de Sciences Po, de l'extraordinaire responsabilité qui est la mienne, compte tenu du rôle singulier de cette école dans notre pays, mais plus largement au-delà de notre pays. J'ai conscience aussi, et ça c'est un point absolument capital, que j'ai une chance folle en étant à la tête de Sciences Po, c'est que mes équipes et moi, avec bien sûr les conseils qui dirigent Sciences Po, nous avons la possibilité de faire advenir des choses à Sciences Po, de réaliser des réformes, concrètes, de faire évoluer cette institution. Nous avons des leviers pour ça, nous avons des possibilités qui se concrétisent jour après jour. J'ai conscience aussi, pour l'avoir hélas observé depuis de nombreuses années, que ces leviers sont beaucoup plus difficiles à mobiliser lorsqu'on se trouve en situation de responsabilité ministérielle. J'ai conscience enfin qu'être ministre de la République, qu'être un homme ou une femme politique, c'est un métier et ce n'est pas un métier auquel je me suis préparé. Très bien, donc on fera passer le message aux candidats.
qui vous tutoient et ceux qui ne vous tutoient pas. Je vous en serais très reconnaissant. Alors, autre sujet, qui va probablement aussi jalonner l'élection présidentielle, certains candidats, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, proposent d'interdire le voile à l'université. Est-ce que pour vous c'est une bonne option? Parce que si c'était mis en application, cela concernerait Sciences Po. C'est évidemment une question importante. Ma position sur le sujet est très claire, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de la réaffirmer l'an dernier. L'université est par essence le lieu où peuvent et où doivent s'exprimer toutes les options politiques, toutes les options sociales ou religieuses. C'est le lieu où doit vivre le débat. Et c'est le lieu où peut vivre le débat parce que l'université met en présence, dans un même lieu, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont des adultes, qui ont déjà été formés à penser par eux-mêmes et à exprimer leurs convictions dans un mode qui est celui de la contradiction. Et donc je pense que c'est sans doute faire erreur sur la nature même de l'université que de considérer que l'expression de certaines convictions, en l'occurrence de convictions religieuses, ne pourrait y avoir sa place. Alors, bien sûr, l'université, comme tous les lieux de notre République, est assujettie à une loi qui interdit de porter des signes religieux ou des tenues religieuses qui voilent complètement le visage, etc. etc. 2010, ouais. Mais je pense que l'université est un lieu où les convictions religieuses doivent pouvoir s'exprimer au même titre que les convictions politiques ou toute autre forme de conviction. Et j'espère que les responsables politiques, aujourd'hui comme demain, auront sur le sujet une approche prudente. Équilibrée, oui. Dernier sujet lié à la présidentielle. L'année dernière, l'arrivée du FN à Sciences Po faisait le titre de beaucoup de médias. On en avait discuté. Est-ce que cette année, des personnalités politiques du Front National pourront venir comme invités ici à Sciences Po dans le cadre du débat électoral? Je crois que les personnalités du Front National n'ont jamais été bannies de Sciences Po. Non, mais il y en a moins que d'autres. Il y en a moins que d'autres, essentiellement parce que les demandes d'organisation d'événements destinées à ces personnalités nous sont moins fréquentes, moins nombreusement faites. En tout cas, les demandes qui nous sont faites par les organisations qui ont vocation à inviter ces personnalités sont moins nombreuses. Mais naturellement, il ne s'agit pas pour nous d'exercer une quelconque censure en la matière. Comme je le disais l'an dernier, comme je le répète cette année, les seules limites à l'organisation d'événements de nature politique à Sciences Po sont celles de l'ordre public et de la sécurité des personnes. Alors d'un mot, ça fait l'actualité. Le Dalai Lama est en visite en France et on peut lire sur le site de l'Obs qu'une conférence prévue à Sciences Po de longue date a été annulée. Et on nous explique que c'est pour cause de pression des autorités chinoises. Alors je vais vous poser la question simplement, y a-t-il eu, oui ou non, des pressions des autorités chinoises sur Sciences Po pour que le Dalai Lama ne soit pas reçu? Alors absolument aucune. Et disant cela, je ne cherche pas à me montrer naïf en imaginant qu'une visite du Dalai Lama à Sciences Po serait anodine vue des autorités chinoises. Il se trouve que les autorités chinoises ne sont nullement intervenues sur le sujet auprès de nous. Nous avions décidé d'accueillir le Dalai Lama pour un événement très précis qui est le lancement d'une formation à laquelle nous attachons beaucoup d'importance, qui s'appelle Emouna, qui est destinée à des ministres du culte ou à des responsables d'organisations cultuelles, femmes et hommes, et qui a vocation à, au fond, être la traduction de notre conviction que le dialogue interreligieux est plus important aujourd'hui qu'il n'a jamais été. Le Dalai Lama est une autorité religieuse reconnue dans le monde entier. Il considère d'ailleurs que son rôle très, très exclusif aujourd'hui, c'est ce rôle de responsable religieux. Et nous souhaitions pouvoir l'accueillir pour le lancement de cette formation en présence des grands responsables des différents cultes considérés, culte musulman, culte juif, culte les différentes confessions chrétiennes et les bouddhistes. Il se trouve que lorsque nous avons commencé à lancer les invitations à ces grands responsables religieux pour cet événement de lancement, ils nous ont prévenus qu'ils ne seraient pas présents à Sciences Po parce que 2 jours après, dans la même configuration, se tenait un événement de même nature au Collège des Bernardins. Donc c'est le Dalai Lama et son entourage qui ont annulé sa venue à Sciences Po? Donc nous avons à ce moment-là appelé les Bernardins pour dire c'est absurde d'organiser à 2 jours de distance 2 événements qui en réalité se font écho, le nôtre ayant malheureusement été annoncé un peu postérieurement à celui des Bernardins et donc les responsables s'étant déjà engagés pour le second événement. Donc nous avons décidé de fusionner les 2 événements et le lancement un peu solennel d'Emouna aura lieu aux Bernardins dans 2 jours. Et donc c'est là que nos étudiants, nos stagiaires auront la possibilité de rencontrer le Dalai Lama. Mais il n'avait jamais été question que de cela. Donc Xi Jinping ne vous a pas appelé pour vous dire s'il te plaît Frédéric, n'accueille pas le Dalai Lama? Un grand honneur que le principal responsable chinois m'appelle pour cela, mais non, je n'ai pas été appelé par les responsables chinois sur ce sujet. Bon, d'accord, de toute façon, même si c'était le cas, vous ne nous le diriez pas. Oh, je pourrais vous le dire si c'était vrai, mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Dernière question. Il y a un an, quand on vous demandait si en vous rasant le matin, vous pensiez à votre reconduction à la tête de Sciences Po, la réponse était un peu floue, mais on sentait que vous en aviez envie.
Alors je vais vous la reposer cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous serez candidat à votre propre succession? C'est quoi, dans 1 an et demi, 2 ans? Ouais, remarquez que les candidats sortants en ce moment n'ont pas trop la cote. Hein. Voilà, donc ça doit appeler nous tous qui achevons des mandats à la plus grande prudence. Là, je suis vraiment dans la situation que connaissent tous nos étudiants lorsqu'ils arrivent à proximité de leur 5e année à Sciences Po. Je connais un peu ça, ouais. Que vous connaissez vous-même, qui est mais qu'est-ce que je vais faire après Sciences Po? On se pose cette question, c'est une question importante. Ce qui est certain, c'est que ce que je fais dans cette maison me passionne, que j'ai la chance de voir en cette rentrée 2016 se concrétiser un certain nombre des projets que j'ai souhaité mener à Sciences Po et auxquels j'ai souhaité donner naissance, moi avec mes équipes bien sûr. Est-ce que tous ces projets seront achevés dans 1 an et demi? La réponse est non, bien entendu, à commencer par l'hôtel de l'Artillerie qui n'ouvrira ses portes qu'en 2021. Est-ce que du coup, c'est une question pour moi que celle d'un 2e mandat à la tête de Sciences Po? La réponse est oui, bien sûr. Pour l'instant, je n'ai pas encore arrêté mon choix, mais je vous promets que dès que mon choix sera fait, vous serez le premier informé. En exclusivité sur Sciences Po TV. Absolument. Merci Frédéric Mion. Merci à vous. Voilà, c'était l'interview de Frédéric Mion, directeur de Sciences Po. On se retrouve très vite sur Sciences Po TV. Bye bye.